Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Tanguy, tu es la première invitée que j'invite pour 2 fois. Je sais que j'ai pas mal d'invités que j'ai envie de réinviter sous des formats différents et puis j'ai voulu t'inviter parce que j'ai vu que tes posts LinkedIn, ta présentation changeaient sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment curieuse de t'inviter. Je pense que ça apportera beaucoup à notre communauté. Donc, l'année dernière, on a parlé de gestion de projet, de l'importance du coaching, de tout ce qui faisait Tanguy Le Dantec. Et puis aujourd'hui, on Ouais, va se mettre à jour. Alors, Tanguy, bienvenue dans l'épisode. avec plaisir, vraiment ravi de revenir dans ce deuxième épisode de Projetez-vous. Merci beaucoup, Tanguy. Alors, depuis notre dernière discussion, comment ont évolué tes réflexions? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été tes actualités? Et, euh, et quelles ont été tes différentes initiatives? Je vais remettre, bien sûr, le lien du premier épisode dans la description de l'épisode. Et puis, maintenant, on peut passer à la suite. Alors, si je résume, ça fait à peu près un an, j'imagine, de mémoire, qu'on avait dû faire ce premier épisode. Je serai toujours de la formation en management de projet. Ça n'a pas beaucoup changé à ce niveau-là. La nouveauté, c'est quand même que je suis passé de formation principalement distancielle en 2021-2022 à du 100% présentiel maintenant. Alors c'est mes clients qui me demandent, c'est Mm. pas un choix personnel, même si j'aime beaucoup ça. Et puis aussi, de plus en plus, je suis en train de me réorienter vers des formations plus orientées sur des chefs de projet très experts, donc la masterclass dont on dira un mot, et ce qui amène une réflexion aussi sur comment accompagner plus dans la durée les différents chefs de projet dans la formation et d'où l'idée du co-coaching et de l'accompagnement dans la durée. Effectivement, le sujet est intéressant, donc on va bien sûr l'approfondir. Aujourd'hui, on a tout le temps pour cela. C'est vrai qu'en tant que formateur, des fois, on n'a pas de suivi. On essaye un maximum. Moi, j'ai des groupes WhatsApp où j'essaie de leur demander où est-ce que vous en êtes, surtout quand il y a une certification derrière ou tout ceci. Mais on a envie, que ce qu'on donne en formation continue à être appliqué et puisse se servir. Moi, des fois, ça m'a servi moi-même en tant que formée 1 an ou 2 ans après ma formation, mais si on est suivi, peut-être que ce sera beaucoup plus rapide. Alors, tu parles d'une masterclass. Est-ce que tu peux nous parler de cette masterclass et après de ce que tu fais après cette masterclass? Ouais. Alors, la masterclass, c'est un module que j'ai créé il y a 10 ans, à la demande d'un client, et que je déploie de plus en plus en dehors. Le principe est très simple, c'est que les chefs de projet, quand ils commencent leur carrière, ils ont un point fort. Soit ils sont très rigoureux, soit ils sont très bons pour fédérer l'équipe, soit ils sont très techniques, soit ils sont très politiques ou beaucoup d'énergie. Enfin, chacun a un peu sa force. Et donc c'est pour ça qu'ils continuent à faire des projets, parce que ça se passe bien, parce qu'ils ont un point fort qui leur permet de réussir leur Ouais. projet. Et lorsqu'ils évoluent dans leur carrière, à un moment, ils arrivent sur des projets un peu différents. L'exemple de la personne qui est très rigoureuse dans son organisation, si un jour elle arrive sur un projet très politique, naturellement, Mm. elle va essayer de faire ce qu'elle sait déjà bien faire, c'est-à-dire elle va être encore plus rigoureuse, plus engagée, plus travaillomane. Et quand on est sur un projet très politique avec des COMEX, par exemple, des CODIR, ça Ouais. sert absolument à rien. Et donc, il faut trouver autre chose, une autre corde à son arc, comme je leur dis souvent. Et le but de l'atelier, donc il y a un atelier sans slide, sans vidéoprojecteur, sans table, c'est de les aider à travailler là-dessus et de, bien sûr, bien identifier leurs forces, mais également de trouver, par le fait de la dynamique de groupe et puis quelques petites choses comme ça, une deuxième corde à leur arc pour être capable de gérer des projets beaucoup plus complexes que ce qu'ils avaient l'habitude. Et donc, ça se traduit par, il y a un entretien préalable, il y a également 3 jours d'atelier en présentiel obligatoire. Mm. Et puis après, 3 mois après, on fait un débriefing.
de leur plan d'action qui est défini lors de la dernière journée d'atelier tous ensemble. En présentiel en général, hein, si on peut, mais en distanciel parfois, ça dépend. Et donc, cet atelier de formation centrale et puis la partie débriefing, j'ai instauré un petit coaching où ils travaillent par pair pour maximiser leur chance de progrès. Mm. Bah, franchement, là, tu viens de donner plusieurs notions. J'ai envie de m'arrêter sur chacune des notions. Déjà, Bien c'est sûr. ça. Un chef de projet, quand il commence en tant que chef de projet, souvent, il fait pas beaucoup de formation. En fait, c'est parce qu'on a décelé en lui, comme tu dis, soit il est super rigoureux et ce qui fait qu'il fait avancer les projets. Donc, c'est lui qui est déterminé comme chef de projet. Soit, comme tu dis, il est politique et donc il a fait tirer quelques ficelles pour pouvoir choisir le projet qu'il veut, soit il est très technique, reconnu expert technique, et puis bah, son évolution naturelle, comme on dit, c'est vers le profil de chef de projet, mais à un moment, bah, on se rend compte que c'est pas suffisant, qu'il faut vraiment déterminer toutes les dimensions du chef de projet, parce que pour certains projets, ça va pas passer. Donc c'est vraiment intéressant de le dire aujourd'hui parce que bah, on a beaucoup de chefs de projet qui arrivent presque moi-même hein, quand je suis arrivée chef de projet, peut-être toi-même, on est arrivé par hasard en tant que chef de projet. Moi, on avait vu un peu de leadership, j'étais celle qui est la plus expérimentée, donc on m'a mis responsable d'équipe, mais il y a un cheminement à faire après. Oui, il y a un cheminement et c'est vrai que alors moi j'ai commencé par une boîte de conseil en management de projet, donc j'ai eu la chance d'être tutoré, hein, d'ailleurs, ce qui est un sujet qu'on retrouve de moins en moins, mais donc j'ai été formé sur le tas, plus que Mm, par des formations classiques, mais avec un tutorat pendant 6 mois, ouais, donc qui prenait pas mal de temps et d'énergie, donc ça m'a bien aidé. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les chefs de projet sont euh, euh, un peu balancés comme ça. Alors ça dépend hein, vraiment des clients, ça c'est très varié. Il y a quand même des clients qui ont en particulier des ETI ou des grosses boîtes qui ont des facultés, enfin des universités internes avec des parcours oui, internes de formation des chefs de projet assez structurés qui permettent d'avoir des bons chefs de projet, en tout cas sur les outils et méthodes, en général, à ce qu'il faut. ouais, Mais ça suffit pas, puisque dès qu'on arrive sur des projets complexes, effectivement, une fois que bon, on a fait les outils et méthodes de management de projet, où on a une certification, hein, c'est très bien d'avoir une certification, quelle qu'elle soit d'ailleurs. euh, il y a des fois, on se rend compte que c'est pas écrit dans la certification comment faire dans telle situation ou dans mm. telle autre par rapport à son mode de fonctionnement propre. Exactement. Donc, d'où ta masterclass doit arriver à point. Et puis, donc, c'est des groupes de combien dans ta masterclass souvent? Ouais, alors en fait, au début, je voulais des petits groupes parce que comme j'expérimentais un peu, c'est un module que j'ai construit moi, vraiment sur mesure. Donc au début, j'avais plutôt des petits groupes de 8, 6, 8, quoi. Mm, Parce que bon, quand même, partir 3 jours sans support de formation, sans PowerPoint, sans table, c'est quand même, faut que ça fonctionne, quoi. Euh, et en fait, donc c'est plutôt des groupes de maintenant des 10-12, que ça a du d'accord. succès, donc ça crée de la demande. Et les groupes de 10-12 sont plus sympas à animer. Alors, les 6-8, c'est bien aussi, mais 10-12, il y a une énergie qui est vraiment intéressante. Et les souvenirs des groupes où ça a mieux fonctionné, où ça a vraiment Mm, bien avancé, c'était plutôt des gros groupes. Alors, pas plus de 12 par après, ouais. Après, ouais, c'est il faut compliqué le quand même suivi. passer un peu de temps avec chacun. Enfin, voilà, il y a quand même, ouais, Mm. faut, Et donc, faut bah, donc limiter. Mais 10-12, c'est bien. avec bah, des profils différents, je suppose, des secteurs différents. Ouais, alors c'est plutôt, je fais que ça en un bras, hein, c'est-à-dire chez les clients. Et donc, par contre, j'ai des chefs de projet qui viennent de différents horizons, IT, enfin, donc AIS, informatique, j'ai des chefs de projet nouveaux produits, des chefs de projet plutôt R&D, des chefs de projet plutôt infrastructure ou nouveaux bâtiments, supply chain, c'est un peu de tout. Et c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est que ils ont des problématiques similaires. Dès qu'on arrive sur la partie un peu humaine, bah, ils Mm. sont à peu près tous pareils, même s'ils ont des métiers finalement très différents, hein. Parce qu'un chef de projet SAP, il n'a pas grand-chose à voir avec un chef de projet extension de ligne de conditionnement, quoi. Enfin, Ouais. un petit Ouais, bien peu, mais sûr. pas tant.
Et ceci, alors, par caractéristique, ce sont des chefs de projet qui ont pratiquement fait tous les modules existants de formation au projet et de formation soft skills qui est dans leur catalogue. Mm. C'est-à-dire qu'en général, ils ont déjà été certifiés et ils ont une grosse expérience et ils ont déjà également fait des formations sur des soft skills ou des trucs genre le disque, les couleurs, les quatre couleurs, etc. En général, ils ont déjà fait Ouais. ça de plusieurs fois. Et Ouais, ils arrivent chez vraiment. moi. Bah, c'est super, c'est vraiment ce qu'on donne. Au niveau du parcours, tu te situes dans le expérimenté. Ceux qui ont suivi déjà beaucoup de formations chefs de projet, qui savent faire leur travail de chef de projet, mais qui ont besoin d'améliorer certaines faiblesses, on va dire, mais des points faibles parce qu'ils ont d'autres points forts. C'est- C'est ça. Et quand on fait un entretien préalable pour vérifier quand même qu'ils ne viennent pas chercher des outils et des méthodes, je leur dis on ne va pas parler de Gantt, on ne va pas parler de perte, on ne va pas parler de plan de charge. Ils me disent ah bah non, surtout pas, parce que nous on maîtrise et donc c'est pas ça qu'on vient chercher. Donc de ce point de vue, c'est sympa. Ben, moi, je trouve ça super intéressant. Et donc, après, tu les mets en co-coaching, c'est-à-dire il y a des binômes qui se créent, c'est ça? Ouais. Donc pendant le alors ça, c'est une petite innovation de cette année. Je faisais ça pour d'autres modules plutôt purement soft skill, gestion de conflits, des choses comme ça. Euh, Là, du coup, donc, à la fin de la troisième journée, euh, leur avant-dernier travail, quelque part, c'est de faire un plan d'action individuel, c'est-à-dire, ben, moi, je voudrais améliorer, par exemple, le fait d'améliorer ma réaction ou mon comportement dans tel type de situation. Et donc, ils ont un petit trame et puis ils font un plan d'action qu'ils écrivent. Oui. C'est important d'écrire les plans d'action. Et donc, le co-coaching, c'est qu'après, ils font des binômes. Ils font des binômes en fonction de leur affinité, de leur disponibilité, de tout ce qu'ils veulent, hein. Ils sont grands. Au bout de 3 jours, en général, ils n'ont plus besoin de moi pour grand-chose. Ils se prennent rendez-vous au moins une fois, parfois deux. Et entre la fin de l'atelier 3 jours et la session de débriefing de demi-journée, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que l'un, pendant une heure, va devenir le coach de l'autre Mm. et il va lui demander, mais du coup, ton plan d'action, t'en es où? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as fait ci ou tu n'as pas fait ça? Et donc, ça améliore l'engagement et la réflexion. Et puis, ils inversent après, bien sûr, ils font ça dans l'autre sens pour que ce soit équitable entre les deux membres du binôme de co-coaching. Et ça, tu l'as pas fait depuis le début de ta masterclass. Pour toi, quels Ouais. sont les bénéfices et quels changements tu as pu observer par rapport à ça? Alors, le- pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis rendu compte que sur d'autres modules, ça marchait très bien et je ne le faisais Mm. pas dans la masterclass. Et le bénéfice de ce genre de pratique, c'est que d'une part, ça engage plus les gens à mettre en action. Oui. Parce que quelque part, ils s'engagent, alors bien sûr, ils s'engagent devant moi, mais ça, à la limite, Mhm. c'est une chose, mais ils s'engagent devant leur binôme. Mm. Et en plus, l'échéance est plus petite, c'est-à-dire au lieu d'être dans 3 mois, c'est dans un mois et demi, donc c'est-à-dire c'est demain, quoi, hein. Ouais. Donc ils s'engagent, euh, et puis ils sont aussi intéressés à se mettre en posture un peu de coach, c'est-à-dire d'aider l'autre. Donc ça aussi, c'est valorisant, ça donne envie. Et donc, le niveau d'engagement et de réalisation des plans d'action, alors je n'ai pas de statistiques, mais est meilleur. En tout cas, ça donne une meilleure chance à la personne de progresser. Puis ils sont là contents de le faire parce qu'ils choisissent bien sûr quelqu'un dans le binôme avec quelqu'un avec qui ils s'entendent bien, ou au contraire avec qui c'est loin d'eux, mais qui a des solutions à leurs problèmes à eux. Mm. Donc, ça, ça améliore l'engagement. Et la difficulté dans toutes les formations un peu humaines, c'est que on cherche pas à ce que les gens ils aient coché toutes les cases de je sais faire telle compétence. Mm. Ça, je sais bien que c'est dans les bonnes pratiques de formation routine en longueur de journée. Euh, mais moi, quand je parle de soft skills ou de développement personnel, il faudrait juste que la personne elle fasse un petit pas en avant. Exact. Elle va pas cocher toutes les cases de tout savoir-faire, de tous les objectifs. Si elle fait un truc et qu'elle progresse, elle se met en mouvement donc sur un des sujets qui lui pose problème, bah voilà, c'est gagné. Et en général, ils sont contents, hein, ça suffit. Mm. Ça répond à leur problématique et ils ont fait un petit pas en avant dans cette problématique-là. C'est tout ce qu'on cherche et le co-coaching permet de renforcer ça. Ben, c'est très bien. Ensuite, donc après ce co-coaching, tu les retrouves tous pour un débriefing d'une demi-journée, si j'ai bien compris, en distanciel ou en Ouais, présentiel. Et donc, ouais.
Pourquoi est-ce que tu penses que ce debriefing est crucial, ce suivi après formation, le co-coaching plus le debriefing? Alors, ça, c'est vraiment une base de formation, mais qui est vraie, hein, c'est que je ne me rappelle plus le nom de la courbe, je l'ai vu passer une fois là. Effectivement, l'ancrage des bonnes pratiques est vraiment meilleur quand il y a une répétition. Mm. Si jamais je finis l'atelier et que je ne fais pas de suivi après, ben, ils sont comme tout le monde, ils sont repris par le business as usual. Et du coup, les chances de mettre en pratique sont moins fortes. Le fait de mettre un atelier de débriefing, je leur dis clairement, c'est pas fini. Ouais. C'est que le début, en fait. Ah, alors, déjà, ça change un peu le mindset. Et puis le fait d'avoir un atelier de coaching au milieu, ça renforce ça. Et ça a de bonnes chances d'ancrer un changement. Et c'est ça que je cherche. Donc, c'est une bonne pratique pour ancrer la chance qu'il y ait un changement dans le comportement du chef de projet. Bah, moi, je pense que c'est important parce que oui, comme on dit, les formations, on sait pas du tout. On fait une formation, ensuite la personne part avec ce qu'elle a retenu. Des fois, moi, je sais des fois, par exemple, quand je fais 5 jours de formation, je pose des questions sur le premier jour de formation. Moi, c'est des formations à la certification, donc c'est très condensé. Et je me rends compte que les gens, ils se souviennent pas de ce qu'on avait dit dans le premier jour. Donc, j'aime bien on répète, mais je me dis, mais là, on est ensemble. Qu'est-ce qui se passe après? Comme je disais, moi, comme c'est une certification, j'essaye de les suivre, mais je pense que c'est peut-être une frustration du formé et du formateur. Bah, on ne sait pas ce qu'on fait avec cette formation à la suite. Mm. Ouais, ouais, c'est un vrai sujet hein, sur la formation comme ça continue par rapport à la formation initiale où on a la chance de revenir plus souvent euh, sur les concepts. Euh, j'ai pas trouvé la martingale. Alors c'est vrai que c'est toujours mieux de dire que il faut que les formations soient ancrées, qu'il faut former différemment et tout. Ça, après, ça se heurte à des questions logistiques, des questions d'organisation, tout un Mm. tas de questions. Alors quand même, globalement, c'est sans doute pas parfait, mais quand même, le niveau des chefs de projet professionnels depuis 20 ans a quand même fortement augmenté. Donc, Mm. c'est peut-être améliorable en efficacité, mais globalement, ça marche quand même, hein. Les Mhm. chefs de projet aujourd'hui, ils sont quand même mieux formés. Il y a beaucoup de certifiés, donc qui connaissent bien leur métier. Mais ceux qui viennent en masterclass, ils sont bons, hein. Mm. Techniquement, sur les outils, les méthodes, et ils se sont formés avec des formations classiques, alors que ce soit bien fait, mais donc ça, c'est optimisable, mais ça fonctionne Mm. globalement. Et est-ce que tu peux partager un exemple concret où, par exemple, ton débriefing ou ton co-coaching a vraiment fait la différence pour un ou plusieurs de tes coachés, de tes Ouais, formés? ouais, j'ai plusieurs exemples. Alors, je peux prendre un exemple d'une personne qui, en fait, puisqu'on est dans la période de profil rigoureux, qui était très cadrant. Mm. Faut pas... Donc, il avait des réunions cadrées comme ça. Et il trouvait quand même que des fois, c'est vrai que c'était un peu au détriment de la spontanéité dans ces réunions. Donc, alors, le but, c'est d'expérimenter. Il a expérimenté des réunions où il arrivait entre l'atelier et le débriefing, hein, et donc, il a expérimenté des réunions où il arrivait sans ordre du jour, Ah, ce qui était rare. Il passait de l'autre côté hein, de la frontière, ouais. carrément, en disant aux équipes, bon, bah, voilà, aujourd'hui, on va être un peu plus surprenant. Et donc, son retour d'expérience, c'est marrant, ce qu'il dit, bon, les équipiers, ils n'étaient pas prêts. Parce que c'est vrai, passer d'un truc super structuré, minuté à c'est open bar, c'est too much. Donc, il a dit, c'est vrai que là, du coup, c'est trop. Et puis, en mode projet, on est quand même bien calibré à avoir des choses assez carrées. Mm. Mais il en a quand même retenu que de temps en temps, il pouvait laisser dans ses réunions des périodes, peut-être pas à chaque réunion, mais de temps en temps, des périodes où c'était beaucoup plus ouvert et où il y a un espace un peu plus d'expression ou différent pour ces réunions. Donc, pour lui, c'était déjà un problème. Et il a aussi, alors ça c'est plus personnel, il a décidé il voulait travailler sa créativité aussi. Il était un peu rigoureux. Euh, et donc, il a décidé, alors cette fois à titre plus perso, mais enfin, il s'est mis à faire de l'improvisation théâtrale pour voir. Et il a dit, bon, bah, je vais essayer quelques temps pour voir, parce que du coup, ça peut pas me faire de mal. Et donc, ça, c'est typiquement ce genre de, de, de petit pas hein, qui est important quand même pour la personne parce qu'elle Ouais. elle va quand même évoluer
évolué pas mal. Et j'ai un autre exemple, quelqu'un qui a compris que finalement, il suffisait pas d'avoir raison pour convaincre et qu'il a compris que les décisions n'étaient pas prises en comité de pilotage. Et donc, il s'est mis à faire un peu du lobbying. Au lieu de passer du temps à faire des belles slides de présentation de copies ou autre, il s'est dit, si je passais un petit peu plus de temps à aller voir mon sponsor et les membres du copie d'avant, donc il a expérimenté ça, et il s'est rendu compte que ça marchait vachement mieux. Euh, En ayant voir le sponsor et un ou deux membres du copie d'avant, enfin en essayant en tout cas, pour avoir des décisions que d'avoir des belles slides avec des beaux chiffres, puisque de toute façon, personne ne les lit. Donc, voilà. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, je le répète peut-être un peu trop souvent dans mes épisodes, mais à un moment, c'est bon. On a toutes les bases de chef de projet, comme tu dis, on a toutes nos soft skills, on a toutes nos méthodologies et outils. Mais Hum, moi, ce que j'ai remarqué, plus j'avançais dans la carrière, plus je consacrais de temps à politique, c'est-à-dire bien à aller sûr. voir les personnes, comme tu dis, les sponsors, les décisionnaires, à voir ce qu'ils pensaient, à voir les jeux d'influence on n'est pas encore au niveau de directeur exécutif ou de directeur de département, mais on sait qu'il y a certaines influences qui vont faire tomber notre projet à l'eau ou qui vont vraiment le faire avancer d'un seul coup, débloquer des budgets. Et donc, bah, c'est important d'avoir cette dimension. Et dans les coachings que je fais souvent en poste, ben, je me rends compte que je parle très très peu de méthode et de méthodologie, Hum, comme tu dis, mais beaucoup de va à la machine à café, vois quelles sont les personnes, comment tu peux faire pour te mettre cette personne-là dans la poche. Des fois, malheureusement, je dis même quand on est PMO, par exemple, certains chefs de projet se sentent menacés. Et là, je dis, bon, ben, tu vas y aller doucement avec cette personne parce que si tu la hum, braques trop, après, tout est bloqué. Et donc, ben, c'est fini. c'est fini. Donc, ne la braque pas et tout ça. Et c'est vraiment très, très important. Et je pense que il a dû voir ce résultat très vite. Par contre, en un mois et demi, 3 mois, moi, j'aurais dit que le lobbying devrait fonctionner au bout de 6 mois, un an. Donc, c'est vraiment intéressant qu'au bout d'un mois et demi, déjà, il ait vu une différence flagrante. Ouais, ça peut-être un peu bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a compris que la démarche, quoi. Et qu'après, il saura la Hmm. reproduire, puisqu'il a essayé, en fait. C'est ça qui est important, c'est d'essayer Ouais. et de se rendre compte que ça marche pas, ou ça peut marcher différemment. Et c'est aussi créer un sorte de mouvement virtuel intéressant, enfin, qui est de dire, bon, bah ça, j'ai essayé, ça a marché, qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre pour m'améliorer? Et se met en place une petite amélioration continue du chef de projet, qui du coup est très sur mesure parce que ça dépend beaucoup de chacun, de ce qu'il a envie d'expérimenter, de progresser. Donc c'est très spécifique. Mais c'est sympa, hein, j'ai encore des nouvelles des membres du pilote il y a plus de 10 ans, hein, de la masterclass, qui Ah oui. me suivent, qui me mettent des likes sur LinkedIn ou qui échangent des fois, là, je pense à un ou deux, 10 ans après, qui en général ont une carrière qui se passe bien Hmm. au niveau projet par la suite. Bah, merci pour ce retour. Merci pour ces exemples qui peuvent en influencer plus d'un ou bien peut-être faire des switches, comme on dit, dans la tête et se dire, ah oui, mais moi, je suis un peu trop technique, moi, je suis un peu trop rigueur, moi, je suis un peu trop politique. Il faut que m'appuie sur d'autres compétences pour réussir, quoi. Mm. Ouais, ouais. Un autre exemple, c'est un plus récent, c'est une personne, enfin, deux personnes qui se sont rendues compte qu'effectivement la patience n'était pas leur fort et que bah, réussir un projet, bah, c'est pas dans l'immédiateté, quoi. Il faut être patient, il faut prendre un peu de temps. Donc c'est travailler sur la patience, c'est aussi un bon axe de développement, quoi. Pour dans les projets, surtout un peu stratégiques, Mm. ça vient pas tout de suite, quoi. J'aime bien ce truc, travailler la patience, parce que des fois, on a l'impression que tout est inné. Et voilà, on est Mm. quelqu'un bah, qui n'est pas patient, bah, on va rester toute notre vie pas patient. On est quelqu'un qui n'a pas de leadership, toute notre vie, on va pas... On est quelqu'un qui est plus, comme tu dis, très rigoureux, très cadré. Bah, en fait, on peut changer à un moment et ça apporte que plus de palettes à notre bah, rôle et puis à nous Ouais. en tant qu'humains. Mm. Ouais. Puis c'est à ça qu'on reconnaît la rigidité, hein. La rigidité, c'est de dire je suis comme ça et je suis pas autrement. C'est pas un bon indicateur, hein, comme formule de dire je suis comme ça et pas autrement. Ça veut dire qu'on bouge plus, quoi. Bon, donc Ben, ça a réussi à nous amener là où on était, comme on dit, mais à un moment, faut ouvrir c'est et ça. puis, et puis voilà. Et comment on peut justement être ben, un de tes formés en atelier? Est-ce que c'est des entreprises qui envoient ou est-ce que ben, tu as un site comme ça, je peux le mettre en lien dans la description?
Alors, je fais pas d'inter pour plusieurs raisons, parce que d'abord, logistiquement, je suis pas équipé. Alors, je pourrais imaginer un jour, mais c'est pas l'objectif. Donc, pour l'instant, je fais plutôt de l'intra, c'est-à-dire chez les clients, D'accord? qui ont en général une très grosse culture projet, hein, faut pas se mentir. Mm. Parce que pour avoir des panels de 10 chefs de projet tous les 6 mois ou tous les ans, très seniors, il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns dans Ouais, l'entreprise, hein, donc c'est plutôt des grands groupes. Euh, et en fait, et il y a le deuxième composant, c'est qu'il faut après un service de formation, université qui tienne bien la route, c'est-à-dire où il y a des parcours de formation des chefs de projet. d'accord. Et moi, je suis la dernière marche du parcours. Ok. Enfin, la masterclass. Donc, ça veut dire qu'avant, ils ont fait le module 1, le module 2, le module machin, le module truc. Et puis, à la fin, dans la longue ligne droite où ils ont mis 5 ans à se développer, ils arrivent chez moi. Donc, Mm. ça limite quand même pas mal le Bon, nombre bah, de boîtes. Mais de fait, c'est des grands groupes plutôt ouais, qui viennent me solliciter pour ça. Ouais. bon, bah, c'est bien. En tout cas, s'il y a quelqu'un d'un grand groupe qui écoute l'épisode, peut-être qu'il peut te contacter. Et puis, bah, si d'autres ont des idées, voilà, envie de faire ce genre d'atelier ou des choses comme ça, peut-être que ils y réfléchissent un petit peu. Et puis, le temps que le cheminement arrive, il y aura bah, des coachs qui vont les accompagner sur cette voie-là. Ouais. Ben, merci beaucoup bah, de nous avoir. Moi, je trouvais ce concept très intéressant et c'est pour ça que dès que j'ai vu ton post là-dessus, ben, je pense que ça revient dans le fait que bah, quand on a envie d'évoluer dans une carrière, quelle qu'elle soit, mais là, on parle de la gestion de Mm. projet, chef de projet, il faut pas se reposer sur ses bases. Moi, je me suis pas reposée. Par exemple, j'étais dans un grand groupe sur les formations que le grand groupe m'a données. J'ai essayé ensuite de faire mon propre cheminement, de faire des coachings, d'être coachée pour atteindre bah, les compétences qu'il me fallait pour atteindre mes objectifs. Et c'est un peu ça qu'on veut transmettre via Projetez-vous, justement. Je pense que ça répond bien à la phrase du podcast. Projetez-vous. Ouais, c'est ça, c'est d'évoluer. Et puis, c'est vrai que c'est un métier passionnant, la conduite de projet. Donc, c'est toujours un peu dommage. Alors, après, si jamais on reste sur les outils et méthodes dans sa carrière de chef de projet, on se fait vite rattraper par la patrouille, c'est-à-dire par les plus jeunes, hein, Mm. euh, qui, eux, non seulement vont avoir les outils et les méthodes assez vite, parce que ça s'apprend assez vite, en plus vont arriver avec d'autres trucs, des IA, des outils plus partagés. Ouais. Donc, si on reste sur les aspects purement outils et méthodes, ça devient vite compliqué. Alors, c'est vrai pour les chefs de projet, pour les PMO aussi, hein, c'est souvent une des questions sur les planificateurs. Donc, l'humain, par contre, ça prend du temps à se développer. Ouais. On ne se fait pas rattraper tout de suite, là. Donc, continuez à travailler Hein. votre humain si vous voulez pas vous faire rattraper. Exactement. Donc il y avait justement un autre poste qui résume assez bien ce que tu viens de dire. Un bon chef de projet gère un projet. Un excellent chef de projet fédère les humains autour d'un projet. Est-ce que bah, tu peux nous en dire plus sur cette distinction et comment le coaching justement va aider à développer cet aspect-là, puisqu'on en parle? Ouais, en fait, les deux sont liés, puisque le premier, c'est un masterclass, mais la masterclass, à l'origine, s'appelait Excellence Management de Projet, en fait. Mm. Et les gens pensaient que l'excellence en management de projet, au début, ça consistait à devenir un excellent utilisateur de Microsoft Project. Ah. Comme quoi, hein. Et j'ai dit non, 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 c'est pas du tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a rappelé masterclass. Bah, marketingement, c'est mieux. Et ça évite cette confusion. Et l'excellence en management de projet, effectivement, elle passe par l'humain. Il y a un excellent bouquin hein, qui s'appelle Mastery, enfin Excellence de Graham Greene, qui Oui. étudie pourquoi des gens sont devenus des maîtres dans leur domaine. Alors, c'est des maîtres anciens, des maîtres modernes. Il y a plusieurs exemples, Pasteur, mais également, comment ça s'appelle, Newton et autres. Mais il y a également des maîtres plus modernes, des architectes, des, des gens qui ont des activités très diverses, qui ont été très réputés dans leur domaine. Et il a étudié ça, en fait. On revient toujours sur cette question-là. Euh, c'est que si jamais on a une bonne idée, par exemple, une idée de rupture dans son domaine, on va devenir un très bon expert, mais on va se rendre compte que si jamais on veut que euh, cette idée géniale soit acceptée et devienne une nouvelle règle dans le domaine du métier où on exerce, il faut autre chose. Et l'autre chose, c'est l'humain. Et il y Mm. a un exemple célèbre pour ça.
Louis Pasteur a été non seulement très précurseur dans son domaine, donc techniquement il était très au point, mais humainement il a été très très bon pour faire passer ses messages en étant patient parce qu'il n'était pas médecin vis-à-vis de l'Académie de médecine. Il a pris du temps, il s'est trouvé des alliés, il a été stratège. Alors que Ignaz Semmelweis, qui avait inventé le concept 15 ans avant lui, lui, il l'a pas Mm. fait. Ah, Et donc, finalement, on se rend compte que pendant 15 ans, il y a des gens qui sont morts de contamination microbienne parce que quelqu'un était trop sur. Et lui, il disait ça, je suis comme ça, je suis comme ça, j'ai raison. Et bah, de fait, il n'a pas réussi à vendre son idée, Monsieur Semmelweis, hein, qui est du coup pas passé à la postérité, parce qu'il avait raison, les autres étaient des ânes. Pasteur était plus subtil. Donc, on veut devenir très bon dans son domaine, et c'est ça, en management de projet, c'est pareil. C'est quand même l'humain qui va permettre alors, peut-être pas de devenir un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui marque de son histoire un domaine d'activité. mm. La petite ou la grande histoire, les deux marchent. Donc, l'idée, c'est pas de devenir un maître du management de projet, de révolutionner le management de projet, mais déjà d'être meilleur, c'est pas mal. Et c'est l'humain Oui. qui va faire la différence. Ben merci, très belle explication. Et puis j'aime bien cette idée de l'ambition, en fait. C'est ça, c'est que ne rêvez pas trop petit. Je pense pas qu'on va tous devenir des pasteurs. Ah, on va pas, comme tu dis, Non, on va être modeste. révolutionner l'histoire, mais ben, rêver grand pour ben, peut-être arriver, être meilleur et tout ça. Enfin, ne pas se dire, surtout ne pas se limiter et avancer, et puis voir, justement, on rêve grand, on veut devenir comme pasteur, on lit ce livre, et puis on se dit, mais comment je fais? Ben, c'est ce que tu fais dans ta masterclass, analyser qu'est-ce qu'il me manque à moi pour passer à l'étape Ouais, suivante. c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'en général, dans un groupe, alors ça, c'est la beauté du truc, dans un groupe, ce que moi, j'ai du mal à faire, il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui arrive facilement. Ouais. Il a d'autres difficultés, mais on doit, si par exemple de faire de la politique, si je suis très rigoureux, ben, vous trouvez toujours dans le groupe quelqu'un qui dira, ah bah ouais, non, mais politique, tu fais ça, tu vas voir un tel, pam, 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 et il fait ça naturellement. Mm. Mais lui, il a d'autres problèmes. Et donc, c'est l'intérêt de se rendre compte aussi que ben, on a tous nos forces. C'est aussi une stratégie de se dire, bah, je suis pas très bon là-dessus, mais je peux avoir quelqu'un dans mon équipe qui va le faire. Ben, c'est sûr. Et puis se Et, dire aussi, ben, ça, c'est facile pour moi quand même. Lui, il galère là-dessus. Et puis inversement, ben, la personne va dire la même chose pour toi. c'est ça. Et donc chacun regarde l'autre, et, ah, tu sais faire ça, et moi je sais pas, et pourtant c'est pas compliqué de faire ça. Bah, oui, mais moi j'y arrive pas. Et donc voilà, ça c'est vraiment un des avantages. Et effectivement, les chefs de projet, c'est un bon par rapport au poste dont tu fais référence. Un chef de projet, alors qui dit, bah moi le coaching ou les soft skills, je me sens pas concerné, et j'entends hein, ça souvent hein, quand même. Euh, Bah, ce sera un bon technicien et sans doute il est capable de gérer des projets, voire des grands projets. Mais d'abord, il va stagner dans son rôle. Et puis en plus, ce sera jamais un très bon chef de projet parce que les très bons chefs de projet ont cette dimension humaine en plus. Euh, Ils n'ont pas forcément un taux de succès meilleur, il n'y a pas de stats là-dessus, mais en tout cas, les équipes ont plus de plaisir à travailler avec. Et puis ça fait quand même une aventure de qualité de travail, de vie au travail qui est quand même autre chose que d'y aller. Donc, toute une invitation à faire du coaching, à se faire aider, à se développer sur les soft skills, éventuellement à devenir coach, euh, même sans vouloir pratiquer en tant que coach en développement personnel, professionnel, pardon, mais c'est- ça change quand même pas mal la donne, quoi, de se développer là-dedans. Ben, merci pour cet insight. Qui effectivement, ben, je pense que pour beaucoup, comme tu dis, il y a cette résistance qui dit oui, moi j'ai pas besoin de coach, de soft skills et de coaching. Et puis tu nous montres que c'est vraiment important de faire le switch. Comment toi, t'as comment dire, t'as des fois des formés qui sont comme ça ou bien des personnes qui viennent te voir comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds et comment tu leur fais changer d'avis? Alors, déjà, dans ceux qui vont sur les modules masterclass, j'en ai pas parce que qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de vidéo, qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur, pas de table et que bon, ils y viennent pas ou peu. J'ai plus cette question-là quand je fais des fondamentaux, sur les Mm, gestions de projets fondamentaux ou même les modules un peu plus techniques euh, avancés. Je ne sais pas les convaincre, honnêtement, je ne sais pas les convaincre parce que ça correspond à une sorte d'évolution personnelle. Je me mm, rappelle d'une fois
d'un chef de projet qui me disait, bah, de toute façon, nous, les décisions sont toujours prises de manière rigoureuse et rationnelle, alors que s'il y a bien des choses dans le monde qui ne sont pas prises de manière rigoureuse et rationnelle, c'est les décisions. Enfin, il y a tellement d'humains dans une décision que c'est jamais Mm. rationnel. Enfin, mais il n'entendait pas, il était assez arc-bouté, donc bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ce qui va les convaincre, c'est en général, ils se rendent compte quand même que il y a des chefs de projet qui sont plus orientés là-dessus et que ben ils se débrouillent quand même mieux dans l'ensemble, quoi. Mm. Donc c'est plutôt les autres. Ils vont voir les autres chefs de projet. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui peut aider aussi, c'est les sponsors et les managers. Quand ils font des Ouais. entretiens annuels pour les managers et qui leur disent bon bah c'est bien techniquement, c'est ok, mais là quand même soit l'équipe est pas enthousiaste, soit les présentations en copil ou en comex ou en comité de direction ou quelque chose, c'est raide ou c'est pas assez ceci. Mm. Ou ils comprennent pas pourquoi ils ont fait bien leur boulot et la décision n'a pas été prise ou n'a pas été suivie. Donc à un moment, il faut que ça percute, quoi. Et des fois, c'est pas le moment, quoi. Exact. Et Je pense que malheureusement ou heureusement, donc nous, dans Projetez-vous dans le podcast, c'est un peu ce que mes invités, ce que toi-même, c'est ce qu'on dit. Enfin, essayez de toujours vous remettre en question, de toujours évoluer. Enfin, on peut pas rester figé et se dire c'est bon, j'ai acquis toutes les compétences qu'il me faut, je suis bien, je suis le meilleur et il n'y a pas. Parce que le ouais, côté tranchant, le revers de la médaille, c'est ben, un jour, ça passera pas en fait. Un jour, il y aura c'est une grosse, ça. il y aura un mur où ça passera pas. Ce sera soit perdre un poste, soit quelqu'un qui sera, ben, comme tu dis, plus jeune, plus rapide, qui a compris les choses plus rapidement, qui avance, qui évolue plus vite et qui prendra le poste. Mais j'étais juste à côté. Pourquoi on m'a pas proposé ce projet-là alors que ben, si tu avais fait un peu C'est plus de ça. politique, peut-être, ou bien si tes équipes se plaignaient pas autant de toi. Donc c'est vraiment Ouais, le plus tôt on en prend conscience, ben, le mieux ce sera parce qu'on va essayer de s'aligner et de se comprendre mieux, comprendre quelles sont nos forces, nos faiblesses, et puis d'avancer. Et c'est vraiment de remettre l'humain au cœur du métier de chef de projet. Et c'est ce que tu disais. Aujourd'hui, moi, j'ai fait plusieurs interviews avec des gens qui sont dans la data science, qui sont dans l'intelligence artificielle, qui sont dans le futur. Bah, ça veut dire que notre rôle, nous, il va être de plus en plus humain, de moins en moins technique. C'est-à-dire que maintenant, pour faire un reporting, pour faire un compte rendu de réunion, pour faire un tableau de bord, tu donnes ça à bah, soit un tableau de bord Power BI qui est déjà assez avancé, soit bah, l'intelligence artificielle va le faire de A à Z. Donc, c'est quoi, toi, ta plus-value? C'est l'humain. c'est ça. Et la tendance est forte, hein, puisque pour s'en faire passer pour un dinosaure, mon premier patron, il faisait ses comptes rendus au crayon à papier sur un bloc, hein, Oui. quand il y a des réunions de chantier. Donc c'est pour dire comme ça date. Et il donnait ça à son assistant qui tapait sur un traitement de texte à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, on a des outils qui se développent, hein, et qui vont faire que avant, pour faire un compte rendu, il fallait 2 heures et demie. Maintenant, il faut 4 minutes 30 relus. Donc, ça change quand même pas mal la donne. Où il fallait faire un planning, il fallait 3 semaines de boulot, ou maintenant, en 3 jours, on peut le faire, même s'il est complexe. Alors, il y a toujours un travail de vérification important et de compréhension, mais techniquement, passer des heures sur Microsoft Project pour mettre des liens et des choses comme ça, voilà, c'est un peu différent, quoi. Donc, et, par contre, l'humain, effectivement, ça reste quand même une zone d'acquisition difficile. Euh, donc, euh, donc, donc c'est long. Et effectivement, le fait d'y aller ou pas. Alors souvent, ce qui se passe aussi, que souvent les gens, quand ils ont, alors c'est un peu plus large, mais quand ils ont un problème ou une difficulté personnelle, une maladie ou un drame, même les plus, il se passe deux choses dans ces cas-là. Soit les gens se raidissent, ils deviennent encore plus raides qu'avant dans leur façon de se comporter. Et en général, le problème c'est l'autre, Ouais. l'environnement, etc. Soit ils changent un peu leur mindset et puis ils disent bon, peut-être quand même que je pourrais faire un peu différemment et ils se mettent en marche par rapport à ça. Mais c'est c'est pas facile à inculquer. Si on donne des conseils, de toute façon, les conseils, c'est fait pour pas être suivi. Donc, Exactement. si on leur propose un coaching pour travailler là-dessus, bah, s'ils sont pas convaincus, ils vont dire coaching, ça sert à rien, c'est encore des charlatans. Un coaching en Mm. développement professionnel avec un objectif. Ouais. Donc, il faut avoir quand même une petite fenêtre d'ouverture pour y aller, quoi. Puis, Mm. Ouais, c'est au ça, moins un c'est doute, au moins une hypothèse.
C'est ça. Ben, nous, on essaye de sensibiliser à ça, mais c'est vrai que comme tu dis, hein, c'est s'il arrive à une problématique personnelle ou professionnelle qui remet tout en cause, et là, on va se reconstruire différemment, et puis on va se dire, bon, si j'avais fait ça différemment, donc la prochaine fois, je fais comme ça et je fais plutôt comme ça, et puis, donc c'est très, très intéressant comme mise en exergue, et puis c'est, je pense, nous, dans notre expérience, moi, dans mon expérience, par exemple, au début, j'étais, tu sais, l'excellente fille modèle, straight A student. Donc, t'avances, tu te dis, c'est bon, tout est technique, tout est rationnel et tout ça. Et puis, tu te rends compte à un moment que tu arrives à un mur et que tu dis, bon, l'émotionnel, c'est pas seulement des crises, c'est pas seulement quelque chose qu'il faut Non, fermer dans une, faut fermer dans une cage. Il faut déjà que tu comprennes tes émotions, mais aussi que tu comprennes les émotions des autres. Ça, moi, j'ai toujours eu de l'apathie, hein, mais comprendre mes émotions à moi et me dire non, il faut pas pleurer, il faut pas se sentir faible face aux autres. Quand t'es chef de projet, t'as une certaine posture. Tout ça, je pense que ça nous emmène vers un mur et puis à un moment, on est limité. Donc, acceptons-les pour nous et pour les autres. Et puis, ben, connaissons nous-mêmes pour être meilleurs et pour, par exemple, toi, comme tu dis, si on est trop rigoureux, moi, j'aime beaucoup, hein. Moi, depuis que je suis chef de projet, je suis très rigoureuse, même dans ma vie quotidienne, dans la planification, super organisatrice. Et bon, j'essaie de laisser un peu de place à la spontanéité, par exemple. le fait d'être super organisatrice, c'est plutôt une qualité. Il faut que ça reste une qualité. De toute façon, on va pas changer, les gens changent pas, hein. Les gens gardent un peu de souplesse dans leur fonctionnement, mais fondamentalement, ils changent pas. Donc, ça reste une force. Mais par contre, faut essayer d'en trouver d'autres. Je dis souvent, faut donner sa chance au produit. Moi, je suis venu coach, je me suis formé au coaching parce que j'ai un client qui m'a dit, comme je les accompagnais en sortie de projets longue durée, on faisait de plus en plus des sessions ensemble où on travaillait sur comment sortir du gros projet sur lequel ils étaient pendant 2, 3 ans. Et il y a un client qui m'a dit, vous devriez vous former au coaching. Bon, moi, je suis de formation ingénieur. Bon, j'ai dit à l'époque, coaching, tous des charlatans, hein, vraiment des, bon, bon. Et un deuxième client qui m'a dit ça. Et là, quand même, là où j'ai eu une petite éclair, pas d'intelligence, mais je veux dire, bon, s'il y a deux clients qui me disent, il y a peut-être un petit truc à aller voir. Donc, je me suis renseigné pour me former au coaching. Plus en me disant, ça me fera un business en plus. Mais j'ai donné sa chance au produit, on va dire. J'ai essayé et ça m'a plu. Après, je continue toujours à essayer de progresser. Mais donc, la seule chose que j'ai faite bien à ce niveau-là, c'est qu'à un moment, je me suis pas braqué. J'ai pas dit c'est tout des ânes, ils comprennent rien. Je me suis dit peut-être qu'ils ont raison et j'ai essayé. Donc c'est là, c'est essayer au moins. Après. J'aime bien cette approche et puis j'ai eu un invité qui s'appelle Rémi Xavier Palais qui lui, justement, il forme les managers dans les entreprises à être aussi des coachs parce que ils disent des fois il y en a qui sont naturellement après bien sûr si on est formé on a on a toute la palette de coaching mais c'est vrai qu'un leader, un chef de projet, un formateur c'est beaucoup du coaching pour pouvoir révéler la personne qu'il forme, la personne qui travaille dans son équipe et qu'elle puisse apporter le plus à son projet. Et donc, c'est important, je pense, à tous les niveaux. Ouais, pour l'exemple de la formation, parce que moi je suis formateur, hein, effectivement, le fait de m'être formé au coaching, c'est également une bonne pratique pour les formateurs, parce que ça, quand même, ça apprend à baisser d'un niveau sur le, le top-down qu'on peut avoir un peu naturel en tant qu'expert. Ça apprend à gérer mieux des situations où c'est plus compliqué, à mieux sentir l'énergie, à mieux sentir son énergie. Donc, c'est aussi très valorisant. Enfin, c'est valorisant pour tous les métiers, mais formateur également et chef de projet, c'est quand même des métiers où ça a de la valeur. Donc, en tout cas, essayer, commencer par des soft skills, c'est déjà pas mal. Après, voir s'il faut faire une formation coaching, c'est que du bonus, mais ça fait une différence. Moi, j'aurais rajouté une étape intermédiaire par rapport à ton masterclass, c'est que entre les soft skills et devenir le coach, enfin, ça c'est la super casquette quand on a fait tout le cheminement jusqu'à ça, c'est le co-coaching, c'est-à-dire travailler ensemble au sein peut-être de la même entreprise ou dans des communautés de chefs de projet et se dire on va se co-coacher, on est à peu près d'un niveau semblable, toi t'as tes faiblesses, Oui. toi donc, je pense, est-ce que tu recommandes de le mettre en place et quels sont quelques pièges à éviter, justement, que tu dis même à tes chefs de projet en classe? Ouais, le co-coaching, souvent, ils aiment bien expérimenter et ça fonctionne.
ça fonctionne bien. Alors, soit c'est en binôme, il y a une autre façon de faire du co-coaching, c'est de faire du co-développement, avec la Mhm. méthode de co-développement de Adrien Payette, hein, qu'on expérimente pendant l'atelier d'ailleurs des 3 jours. Hein. Et c'est c'est vraiment très puissant, les deux. La limite, c'est que il faut avoir une certaine rigueur pour trouver le temps. Ouais, Et pour pas tomber dans une conversation de salon, c'est-à-dire rester dans un truc de travail et pas dans une discussion salon de thé, parce que ça c'est quand même moins productif. Donc la limite c'est ça. Donc si jamais c'est du co-coaching, l'idée c'est plus de mettre en place un programme de co-coaching un peu structuré par l'organisation pour avoir un cadre ou ouais, un référent un peu, pour avoir un référent, c'est ça l'idée. Et exact. quand c'est du code développement, c'est pareil, d'avoir quelqu'un qui est garant de la méthode, parce que sinon, je l'ai expérimenté moi-même, hein, si jamais on n'a pas quelqu'un qui est garant de la méthode, on se retrouve à discuter à bâton rompu et bon, c'est sympa hein, de prendre le café en discutant, mais c'est pas, ça fait pas progresser pareil que de travailler avec un process un peu structuré et professionnalisant, quoi. Exactement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le co-développement, c'est un groupe de 5, 6 personnes. Donc, chacun apporte sa problématique. Donc, c'est limité dans le temps. Hein. C'est genre Oui, 3 minutes pour apporter sa problématique, 3 minutes pour que les autres posent des questions sur cette problématique-là pour essayer, eux, d'apporter leurs conseils. Et puis ensuite, 3 minutes ou 4 minutes où c'est les autres qui apportent leurs conseils. Et celui qui dit le problème ne doit pas parler, justement, parce qu'il doit juste recevoir. Et ça, c'est compliqué parce que... c'est à la force du process. Alors, sur le timing, ça peut être un peu plus long en fonction des sujets, Exactement. si c'est pas du co-développement express. Mais le principe, c'est ça, c'est que il y a une méthode avec des étapes bien clés qui à l'origine a été développée pour des managers au Québec, hein, donc des gestionnaires, ils disent au Québec, et qui fonctionne très bien, qui est très puissante, très simple, mais qui demande d'avoir un cadre et un garant un peu de la méthode, parce que sinon, effectivement, comme le client ne doit pas parler pendant la phase de consultation, c'est compliqué. Oui. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est garant du truc, ça y est, après, ça fait question-réponse, ça discute et on est parti dans le salon de thé, quoi. Et après, oui. Et à la fin, celui qui écoute, il débriefe sur les solutions qu'il a entendues. Et, Absolument. Et il décide d'un plan d'action. Mm. Donc, on vous donne quelques outils qui sont intéressants à mettre en place. Donc, pour vous, pour votre évolution de carrière, entre vos pairs dans l'entreprise, dans votre communauté. Et puis, aussi dans votre par la suite, quoi. Et puis, je pense que le format que tu proposes de masterclass, Tanguy, il est assez insolite finalement, mais très percutant et très efficace. Et c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup un peu de l'avoir expliqué. Et puis, d'en parler sur les posts, sur les réseaux, peut-être ça donne des idées à plein de monde et puis ça sensibilise. C'était vraiment avec plaisir et un module que j'adore animer en plus, hein, c'est vraiment très agréable, ça me donne beaucoup d'énergie. Et donc un petit mot d'encouragement pour tous les chefs de projet d'aller expérimenter leur côté humain, Ouais. plus s'ils le font déjà, un petit peu s'ils le font pas du tout. Les voies de progrès sont là et pas dans la maîtrise de cinquième plan de charge sous Microsoft Project, quoi. Et exactement. Ou 5e certification aussi. Il y en a qui se lancent que des certifications techniques là. Et ils ont tout un panel de certifications. Oh non. Alors, si jamais c'est pour être formateur ou certifiant, c'est une stratégie commerciale qui a du sens. Oui. Si jamais c'est en tant que chef de projet salarié, c'est plus discutable. Effectivement, c'est bien d'avoir beaucoup de diplômes, un peu, puisqu'on est en plein dans le salon d'agriculture, un peu comme la vache qui a tous ses concours agricoles et ses Ouais. plaques sur son box. Mais c'est et en plus, en termes d'évolution de carrière, ce ne sera pas reconnu par les RH le fait d'avoir 10 diplômes, 10 certifications. Mm. Donc, ça n'a pas la Et même valeur que d'être capable de gérer des situations complexes humaines. Ouais. merci pour cet inside, Tanguy. Et là, je voulais te poser, on arrive à la fin et je voulais te poser comme question si nos auditeurs, chefs de projet, futurs chefs de projet, leaders, n'avaient qu'une chose avec laquelle ils devraient repartir, qu'est-ce que ce serait selon toi? Alors, les chefs de projet, voilà, j'avais une recommandation, c'est bien sûr apprenez les outils et les méthodes de management de projet, c'est la base, c'est les fondamentaux, c'est important et il ne faut pas en faire l'économie. Mais vraiment, si vous voulez vous destiner à faire une carrière de chef de projet,
développer la partie humaine et comportementale de votre travail avec les autres, de votre travail en équipe, avec vos équipiers, avec votre sponsor, avec votre partie prenante. C'est là que vous trouverez non seulement pour moi du plaisir, mais également de l'efficacité, de la performance. Et la performance d'une équipe, c'est avant tout une performance d'équipe d'êtres humains. Et donc, c'est quand même la clé de la réussite d'un projet. Un projet, c'est 90% d'humains, donc ça mérite 90% de vos efforts. Mais très bien, merci. Rien à rajouter. Si les auditeurs veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et comment? Alors, le plus simple, c'est sur LinkedIn, où je suis un brin actif. Donc, en plus, j'ai un petit prénom avec Tenguy et à deux N, où vous n'avez pas beaucoup de chance de me louper dans l'univers Internet, LinkedIn en particulier. Donc, je publie assez régulièrement sur les aspects projets, donc avec plaisir pour vous retrouver sur LinkedIn s'il y a besoin. Eh bien, merci, Tanguy. Merci Mirette, c'était un vrai plaisir. Une deuxième fois, Plaisir partagé. Tu es mon premier invité que j'invite 2 fois. Et, je suis euh, flatté. et donc, bah, à bientôt, peut-être pour d'autres formats. Je te remercie d'avoir été là pour cet épisode. Je remercie tous nos éditeurs qui ont écouté l'épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Projetez-vous. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis. Profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.